Merci Christina. Donc, merci d'abord aux amis du Musée de la Marine, au Musée de la Marine de Toulon, à la SFHM et tous les gens qui ont décidé de passer une partie de cet après-midi à nous regarder. Alors, la première des choses d'abord, c'est de savoir que les musées vont rouvrir et les musées de la Marine en particulier. Donc, Christina vous a dit qu'à partir de demain, on allait commencer à pouvoir recevoir les premiers visiteurs. Et donc, cette conférence, finalement, quelque part, c'est la dernière en visioconférence avant qu'on se retrouve avec tout le monde en présentiel. En fait, le sujet que je vous propose, c'est le Saint-Philippe de vaisseau de premier rang. Et donc, la question qui se pose, c'est d'abord, qu'est-ce qu'un vaisseau de premier rang? C'est ce que nous allons voir. Mais surtout, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'étudier les vaisseaux de premier rang? En fait, il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit sur la marine, beaucoup de gens qui ont écrit sur les généraux, les chefs d'escadre, etc. Et en fait, dans ma démarche historique, j'essaye de relire l'histoire de la marine en me mettant sous l'angle des vaisseaux. Alors, par exemple, mon livre Marine de Louis XVI, c'est l'étude de 30 vaisseaux et de 20 frégates pendant la guerre d'Amérique. Donc, je relis la guerre d'Amérique à travers le vaisseau comme personnage pour essayer de voir si ce vaisseau a joué ou non un rôle important. Et donc, avec les Saint-Philippe, on se retrouve avec un problème historique qui est la notion de vaisseau de premier rang. Donc, le vaisseau de premier rang, on va voir maintenant qu'est-ce que c'est. Mais une des grandes questions, c'est ces vaisseaux dont vous allez voir qu'ils coûtaient si cher, qu'ils étaient si beaux, finalement, est-ce qu'ils ont joué un rôle militaire? Et donc, ça va être notre démarche. Et la première partie, et ensuite on s'arrêtera pour que vous posiez des questions, c'est un peu la naissance des vaisseaux de premier rang, qui les a inventés, pourquoi et où se situent Toulon et le Saint-Philippe dans cette démarche. Et la deuxième partie, ça sera un navire amiral au combat, donc le Saint-Philippe, dans la première partie de la vie du Saint-Philippe, c'est-à-dire de 1663 à 1673. Alors, pendant que Jean-Marie fait une photo, je vais appuyer sur le mot magique pour passer à la diapo suivante. C'est celle-là. Alors, excusez-moi, c'est pas encore. On va y arriver. Donc, comment c'est le diaporama? Voilà. Donc, nous sommes dans un musée et les miracles de la technique font qu'on peut reproduire des documents. Et là, vous avez donc un magnifique tableau que certains d'entre vous connaissent très, très bien. Donc, ce vaisseau, il s'appelle le Prince, ou on l'appelle aussi quelquefois le Prince Royal. On voit bien qu'il écrase de sa force tous les navires qui sont autour. Et donc, ce vaisseau, qui est un vaisseau anglais, qui fait 70 canons et 3 ponts, eh bien, il amène au port de Flessingue l'épouse de Frédéric V, électeur de Hanovre, qui vient d'épouser une princesse anglaise, Elizabeth Stuart, qui est la sœur de Jacques Ier Stuart. Et donc ce vaisseau, qu'est-ce qu'il fait? Il symbolise l'entrée de l'Angleterre sur le continent, l'entrée de l'Angleterre dans les guerres européennes. Et que fait l'Angleterre pour montrer sa puissance? Elle envoie un vaisseau, mais pas n'importe quel vaisseau, c'est le plus grand vaisseau de guerre européen. Les Anglais ont donc innové. Là où il existe une marine espagnole, là où il existe une marine hollandaise, ces deux marines sont en train de se battre, car dans le contexte, nous sommes dans ce qu'on appelle la guerre de 80 ans, ou, si vous voulez, c'est la guerre de l'indépendance des Provinces-Unies face à l'Espagne. Donc pendant 80 ans, les Provinces-Unies se battent contre l'Espagne pour obtenir leur indépendance. Et donc, cette guerre est une guerre qui se passe en partie sur terre, puisqu'il y a les tercios espagnols qui sont dans les Flandres, mais elles se gagnent aussi sur mer, parce que les tercios espagnols, il faut qu'ils soient ravitaillés. Donc, soit ils sont ravitaillés par la mer, par l'Atlantique et la Manche, soit ils sont ravitaillés par la Méditerranée et la route terrestre. Et la supériorité des Hollandais va faire que la route maritime par la Manche va être coupée et que les Espagnols devront passer par la route terrestre qui leur coûtera beaucoup plus cher. Mais ce qui nous intéresse dans cette guerre, c'est qu'en fait, les deux grandes marines, quand on est en 1680-1720, les deux premières marines, ce sont la marine espagnole et la marine anglaise. Mais si
on peut passer à la diapo d'après, mais si on regarde les navires de combat, eh bien, vous vous rappelez tous l'Invincible Armada et la défaite de l'Invincible Armada, eh bien, les 2/3 des navires espagnols de l'Invincible Armada n'avaient pas un seul canon, et l'arme la plus fréquente à bord de tous les vaisseaux de l'Invincible Armada, c'était encore l'arbalète et le mousquet. C'est-à-dire que nous, on est obsédés, et c'est ce qu'on va montrer, et ça sera l'objet d'autres conférences sur l'artillerie, etc., c'est que nous sommes à une époque de la naissance du canon. Donc les navires de guerre ont quelques canons. Et nos Espagnols et nos Hollandais se battent avec des bateaux qui ont 12, 20, 30 canons, grand maximum. Donc quand arrive le Prince, qui met directement 70 canons, et puis surtout, en 1632, ce navire que tous les historiens de la marine ou tous les amis de la marine connaissent, c'est le Sovereign of Seas, où là, en 1632, les Anglais sortent un vaisseau de 100 canons, on change de monde. On change de monde, et qu'est-ce que ça veut dire qu'on change de monde? Ça veut dire que c'est la fin de la marine de guerre où on utilisait des navires de commerce. Là, on entre dans le cycle de la marine de guerre permanente. Un vaisseau comme celui-là, d'abord, il faut 4 à 5 ans pour le construire. Il faut un budget énorme, donc un système fiscal qui permet de payer. Il faut ensuite, vous le comprenez bien, des arsenaux, il faut des équipages, il faut des officiers. Donc, on arrête de mobiliser la marine marchande pour la transformer en marine de guerre. On va avoir la naissance d'une marine de guerre permanente, dans tous les cas. Mais ça va se faire en 40 ans. Ça ne va pas se faire en un an, ça va se faire en 40 ans, et ça va se faire sous la poussée, l'inspiration des Anglais. Pourquoi? Eh bien, parce que l'Angleterre, comme son nom l'indique, c'est la terre des Angles, donc l'Angleterre est d'abord une terre. Et c'est avec Henri VIII, Élisabeth Ier et Jacques Ier que l'Angleterre entre dans le siècle maritime. Et ça, c'est le symbole de l'entrée de l'Angleterre dans le siècle maritime. Sauf que la question, c'est ce navire extraordinaire, est-ce qu'il a été utile? Est-ce qu'il a été imité? Et c'est donc justement la démarche, les vaisseaux de premier rang, et est-ce que les Français les adopteront? Alors, on va à la diapo suivante. Donc là, eh bien, c'est la riposte française. Alors, la riposte française, pour les connaisseurs, en fait, c'est un vaisseau qui s'appelle la Couronne. Mais de ce vaisseau, la Couronne, il ne reste rien. Sauf qu'on a été capable de le construire. On sait qu'il a quand même participé à plusieurs batailles navales, donc la Couronne a réellement existé, elle a navigué, elle a combattu, mais pour le reste, on a des tentatives de reconstitution, mais qui restent sur pas grand-chose. Si ce n'est que, on a été capable, sur des chantiers navals français, de construire un bateau d'un tonnage extraordinaire, équivalent du tonnage anglais. Donc ça veut dire que quand on écrit trop souvent le retard ou l'absence de... Non, il y avait indiscutablement des charpentiers de marine sur tout le territoire français, aussi bien à La Ciotat qu'à Bordeaux ou qu'autour de la Loire ou surtout en Normandie. Sauf que ces bateaux, ils travaillaient surtout pour le commerce et surtout pour Terre-Neuve. Donc, ils construisaient des unités de taille relativement modeste, 150 à 200 tonneaux. Tandis que là, on n'est plus à 150, 200 tonneaux. Hein. On passe brusquement à 1000 tonneaux ou à 2000 tonneaux. Donc, les Français vont faire la Couronne, mais un navire amiral, c'est bien, mais il faut qu'il soit soutenu par une flotte. Et donc, en fait, si on reprend la flotte de Richelieu, on s'aperçoit que Richelieu va faire un ensemble de bateaux de 6 à 700 tonneaux, dont voici une représentation, le Saint-Louis. Vous voyez que les formes ressemblent beaucoup aux précédents, mais qu'il est en même temps très, très marqué par l'architecture navale du XVIe siècle. Regardez l'avant, par exemple, l'énorme château arrière, alors que le Sovereign of Seas a déjà des formes plus modernes, plus allongées, le château diminue et s'allonge, et donc on est dans une révolution. On continue, s'il vous plaît. Alors, là, je ne peux pas ne pas vous le montrer, c'est le navire peut-être que vous connaissez tous, c'est le Vasa, le navire amiral suédois qui a fait naufrage, et comme vous savez, on l'a ressorti des eaux, et donc c'est une chose magnifique à visiter. Alors, là, c'est un dessin qui a été reconstitué par un des membres de l'équipe d'encre qui nous a redessiné ce Vasa. Alors, le Sovereign of Seas, c'est 2000 tonneaux, tonneaux militaires. Le Vasa, c'est 1500 tonneaux. Donc, vous voyez, en fait, on est dans la même gamme. Alors que le vaisseau précédent que je vous ai montré, il était à 600-700 tonneaux. Vous voyez, on est
bien dans la taille d'un navire amiral. Et vous savez tous que dans le cas du Vasa, eh bien, il y a eu des problèmes de conception. Donc, le roi est intervenu dans la conception. Il a augmenté l'artillerie. Il a augmenté l'artillerie dans les hauts. Et vous avez donc compris qu'à partir du moment où on met plus de canons, plus gros et plus haut, le centre de gravité se trouve déformé. Et ce bateau a fait naufrage dans le port. Dans le port. Hein, pour un simple coup de vent, on est passé, il y a eu une risée, on est passé de force 2 à force 4. Le bateau s'est couché. Alors, il y avait une erreur, à savoir que, comme il fallait faire beau, on avait ouvert les sabords du pont inférieur pour sortir les canons, pour que ça fasse joli, etc. Le bateau s'est couché, l'eau est rentrée par les sabords, et en quelques minutes, le bateau a sombré. Il y a eu très peu de morts, mais il y en a eu quand même. Enfin, il y a eu très peu de morts, parce que comme le bateau a coulé, c'est-à-dire qu'on était dans le port, les gens, ceux qui savaient nager, s'en sont sortis. Bon. Donc, il y a eu une enquête pour dire que c'était la faute de personne. On ne pouvait pas accuser le roi. Toujours est-il que ce vaisseau, le Vasa, on sait qu'il était d'inspiration hollandaise. Autrement dit, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a donc deux conceptions pour les vaisseaux de premier rang. On a la conception anglaise, le 126, et puis on a l'autre grande conception qui est la conception hollandaise. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que nous, on va s'interroger pour essayer de savoir, ça sera la conclusion de ma partie, est-ce que le Saint-Philippe est d'inspiration hollandaise ou est-ce qu'il est d'inspiration anglaise? S'il vous plaît. Donc, voilà une autre vue du Vasa. Alors, vous voyez ce gréement et vous voyez ces rangs de canons et vous avez bien compris que la hauteur des canons au-dessus de l'eau, elle est essentielle. Conférence de Villiers. Là, voilà un bateau. Donc, on reparle de musée. Ça, c'est un des chefs-d'œuvre qui se trouve au Havre. Sur une liste d'attente. Un bateau français qui a été acheté aux Hollandais. Et c'est le plus beau tableau d'un vaisseau français de la première moitié du XVIIe siècle. On peut l'agrandir et regarder les détails tellement il est extraordinaire. On a les équipages, on voit les hommes qui montent dans le gréement. C'est réellement un chef-d'œuvre que je vous invite à voir. Donc, il s'appelle La Vierge et il fait 700 tonneaux. Autrement dit, si vous voulez, en tonnage, il fait la moitié du bateau précédent. Et ça, c'est le bateau type de la flotte de Richelieu, de Maillot-Brézé, etc. Alors, cette flotte-là, on va s'en servir contre l'Espagne, puisqu'on va se battre contre l'Espagne. Donc, c'est le bateau. Alors, vous avez donc compris que la flotte française, en fait, c'est une flotte qui se bat surtout contre l'Espagne, et c'est une flotte de bateaux, qu'on pourrait dire de deuxième ou troisième rang. Donc, on n'a pas fait de troisième rang. Alors, en 1639, se passe la dernière grande bataille navale entre l'Espagne et la Hollande. Donc, les Espagnols ont réuni une flotte pour aller ravitailler Dunkerque, etc. Et compte tenu de la présence des Hollandais, du temps et compagnie, cette flotte espagnole va faire escale, va mouiller dans ce qu'on appelle la rade des Downs ou la rade des dunes. Et les Espagnols se croient tranquilles parce qu'ils pensent que les eaux anglaises étant internationales, on ne les attaquera pas. Et les Hollandais les attaquent. Et c'est un désastre pour les Espagnols qui plus jamais ne reviendront en mer du Nord. Ils n'interviendront plus que par corsaires, par les corsaires de Dunkerque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des dessins. Et le grand peintre militaire naval de l'époque, c'est Van de Velde. Et Van de Velde était là et il nous montre la bataille des dunes. Et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons des bateaux que je vous ai montré type français, c'est-à-dire des bateaux de 700 tonneaux. Donc, on est sur des bateaux de 34 à 46 canons. Pas de vaisseau de premier rang. Bon, 1648, la Hollande obtient son indépendance. En Angleterre, c'est Cromwell. Et, je vous le dis en une phrase, mais Charles Ier, qui a soutenu le Sovereign of Seas, a aussi voulu entourer le Sovereign of Seas d'une flotte de bateaux, cette fois-ci de petits premiers rangs ou de gros second rangs. Et cette flotte extraordinaire et magnifique, il l'a financé par un impôt, qui, comme son nom l'indique, ship money, vous avez bien compris ce que ça voulait dire, sauf qu'il a voulu obliger le Parlement à voter ce texte, et le Parlement s'est refusé au nom de l'indépendance du Parlement anglais, et c'est la fameuse guerre civile qui se traduit par la chute de Charles Ier et sa décapitation. Nous, avec la guillotine, c'était plus propre.
Donc, parce que quand vous savez le nombre de coups qu'on a fait pour lui couper la tête, c'était une véritable boucherie. Donc les Anglais, vous voyez, ils savent très bien couper la tête de leur roi aussi. Alors, on aurait pu penser que la Royal Navy, étant royale, allait rester fidèle au roi. Pas du tout. Comme en fait, Cromwell va payer la Royal Navy, comme un summum, elle va passer à son service. Et donc, Cromwell se retrouve avec la flotte de la Royal Navy et des problèmes intérieurs. Vous savez, quand on a des problèmes intérieurs, on fait la guerre à l'extérieur. Et Cromwell va avoir une idée qui est, comment se fait-il que la Hollande, premier roulier des mers, accapare le commerce maritime? Nous, les Anglais, nous devons récupérer notre part du commerce maritime et il va donc décréter un texte qu'on appelle les actes de navigation. Alors, que dit ce texte? C'est un texte, c'est la naissance du protectionnisme sur mer. On ne pourra utiliser que les bateaux anglais pour faire tel commerce, ou si les Hollandais viennent, ils devront payer des taxes, etc. Donc, les Hollandais disent, il n'y en a pas question, liberté des mers contre protectionnisme, et c'est la première guerre anglo-hollandaise. Alors, on y va. Donc, cette première guerre anglo-hollandaise est très intéressante parce qu'on a une représentation d'une des batailles navales. Et cette bataille navale, qu'est-ce que nous montre? Parlons français, un véritable foutoir sur la mer. On voit des bateaux partout, n'importe comment, qui se tapent dessus, etc. Et donc, l'autre chose aussi très intéressante à noter, c'est que des deux côtés, on est capable de mettre 50, 60, voire 80 vaisseaux. Donc, on a un nombre énorme de flottes. Comment voulez-vous commander 50 à 60 bateaux? Et en fait, les flottes arrivent et puis après, ça devient un grand n'importe quoi sur mer, ce qui fait que même si les Anglais triomphent, en fait, ce n'est pas tout à fait ce qu'il fallait, etc. Et donc, Cromwell et les autres en reviennent avec une idée. Dorénavant, il faudra mettre des ordres sur mer. On va donc mettre un amiral qui va transmettre des signaux et, pour être obéi, c'est très simple, quand le combat est fini, on examine le rôle de tous les capitaines et ceux qui n'ont pas obéi, on les pend. Les Anglais sont très pragmatiques pour ça. Donc, une fois qu'on a pendu une dizaine de capitaines, les autres obéissent beaucoup. Donc, les Anglais vont inventer les fighting rules, c'est-à-dire en fait un code d'obéissance obligatoire. Et quand arrive la deuxième bataille navale, ou la troisième, eh bien, ils réorganisent leur flotte et on voit réapparaître leurs vaisseaux de premier rang. Ils n'étaient pas encore là, mais on les a sortis. Donc, on sort le Prince Royal, le Sovereign of Seas, et on les met. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Que nos vaisseaux premier rang sont des vaisseaux amiraux, c'est-à-dire qu'on a la flotte qui est divisée en escadres. Alors, au centre, on a toujours l'escadre du centre ou l'escadre du corps de bataille avec le plus gros bateau qui est. Donc, on va mettre le 70 canons, le 80 canons, le 110 canons, on va le mettre au milieu. C'est lui, la pièce centrale. Et puis, chaque avant-garde ou arrière-garde a elle aussi un navire amiral. Et autour, ce qui fait qu'en fait, vous avez compris, c'est qu'on va essayer de manœuvrer plutôt en ligne de fil, mais en même temps, on peut avoir une autonomie parce que l'avant-garde, le corps de bataille, l'arrière-garde peuvent avoir une autonomie, donc soit se rassembler. Au contraire, les Hollandais, eux, n'ont pas cette organisation-là. Et ça va leur coûter d'autant plus cher qu'en fait, ils n'ont pratiquement aucun navire qui ont plus de 50 canons. Donc, une meilleure organisation anglaise, une meilleure, des vaisseaux plus puissants, et les Hollandais sont écrasés. Donc, la première guerre anglo-hollandaise, c'est la défaite absolue des Hollandais. Alors, justement, on a un magnifique tableau, encore une fois. Oui, je crois qu'il est devant Devel, à moins que je fasse un lapsus. Enfin, bon, c'est pris. Enfin, donc, c'est un magnifique tableau hollandais que j'ai centré, j'ai pris un détail, et vous avez donc le navire le plus gros, c'est le Résolution qui a 3 ponts, et puis de l'autre, le plus gros navire amiral hollandais qui s'appelle le Bravewood, et qui lui fait 2 ponts et 60 canons. Et on voit bien que les 3 ponts anglais écrasent le 2 ponts du hollandais. Et au cours de cette bataille, donc, le grand amiral hollandais est tué, mais il faut savoir aussi qu'on le voit très bien sur ce tableau, on a des unes, et dans les unes, on met des hommes avec des grenades et des fusils, et quand les bateaux sont finalement suffisamment rapprochés, eh bien, on va tirer au fusil ou se lancer des grenades dans le corps à corps, et Trump, il est mort d'un coup de fusil, comme Nelson meurt d'un coup de fusil à Trafalgar. Et donc, vous voyez, là, c'est le triomphe du premier rang. Et toujours, Van de Velde fait une grisaille qui est extraordinaire, elle est exposée au Rijksmuseum,
c'est le Brève-Rode après la bataille. Et là, c'est extraordinaire parce que c'est le bateau vaincu, c'est le bateau qui ramène le corps de l'amiral. Le bateau a souffert, etc. Dans cette grisaille, on voit tout le poids de la défaite qui pèse sur la Hollande. Sauf que les Hollandais, ils sont la première puissance commerciale. N'oubliez pas que si vous connaissez Brodel, etc., Amsterdam, c'est la cité monde. Donc, ils ont de l'argent, les Hollandais. Et ils vont construire, et on l'oublie, 60 vaisseaux de guerre entre 1658 et 1664. Et là, on va arriver à notre Saint-Philippe et à Louis XIV. Donc, vous voyez, les Hollandais décident de réagir et de bâtir une flotte qui va être capable d'affronter les Anglais. Pendant ce temps-là, en Angleterre, en 2 mots, c'est la mort de Cromwell. Cromwell essaie de mettre son fils qui ne marche pas. Ensuite, on va chercher Charles II. Et puis, donc, en Angleterre, il y a toute une série de problèmes. Notamment, il va y avoir la Grande Peste de 1666 et le grand incendie de Londres. Donc, l'Angleterre va être en crise. Et pendant cette crise, eh bien, les Hollandais vont attaquer. C'est la deuxième guerre anglo-hollandaise. Et donc, on va en parler un petit peu. Je ne vous parle pas de la flotte française alliée des Hollandais, parce que j'en reparlerai après. Mais donc, l'idée que je veux retenir, c'est que on peut mettre les diapos d'après. Donc, les Anglais et les Hollandais vont s'affronter à nouveau, mais cette fois-ci, les Hollandais ont des vaisseaux de premier rang. Et ils vont s'affronter pendant 4 jours. Sur le plan maritime, c'est une histoire absolument célèbre. Et à la fin de la bataille des 4 jours, les Hollandais triomphent. Mais vous voyez, j'ai fait un agrandissement d'une des scènes du combat naval des 4 jours. Et au milieu, on voit les 2 flottes qui s'affrontent et on voit les premiers rangs s'affronter de chaque côté. C'est-à-dire que là, nos premiers rangs jouent bien leur rôle. Ils sont navires amiraux, ils engagent le combat. Ce sont des forteresses autour desquelles on va pivoter et on va décider du combat. Or, les navires hollandais ont un tirant d'eau plus faible que les navires anglais. Ils sont plus larges parce que les Hollandais ont beaucoup plus de bancs de sable et autour du Texel et notamment, etc. Donc, ils ont fait le choix de navires avec un tirant d'eau plus faible, mais en même temps plus large. Alors que les Anglais ont gardé leurs bateaux, ils ont reconstruit ou modernisé leurs navires. Et tableau suivant, vous allez voir le résultat. Voilà, le résultat. Alors là, c'est Abraham Storck, là aussi, c'est un des très grands peintres de marine hollandais. C'est un chef-d'œuvre qui nous montre le nouveau navire amiral hollandais, le Zeven Province, le 7 Province. Jean Barrisram est l'année suivante. Donc, vous voyez ce magnifique vaisseau de premier rang qui est en train d'affronter les Anglais. Et les Hollandais en ont construit 3 autres qui ont des noms qui sont clairs, hein, Hollandia, Pacificate et Godenlieu. Bon, ces bateaux, eh bien, ils vont affronter les premiers rangs anglais. Et donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Eh bien, c'est la capture d'un certain nombre de vaisseaux anglais. Alors là, en l'occurrence, c'est aussi un tableau qui est célébrissime, mais c'est un 2e rang. En fait, il fait le volume du Saint-Philippe. Il s'appelle le Switcher. Et il est capturé, encore une fois. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avec son tirant d'eau, il a tapé dans un banc de sable, donc il a à moitié échoué. Et le tableau nous montre ce navire en train d'être pris, mais on ne nous montre pas derrière, en fait, le bateau hollandais. En fait, le peintre s'est concentré sur la défaite du bateau anglais et il ne montre pas le bateau hollandais qui vient en fait, remporter le convoi. Et donc, le bateau anglais se rend. Diapo suivant. Et voilà, cette fois-ci, encore une scène de la bataille des 4 jours. Et là, cette fois-ci, c'est la prise du Royal Prince. Donc là, c'est un premier rang. Alors, ce premier rang s'est échoué. Mais Ruyter veut tellement poursuivre la flotte anglaise qu'il ne cherche pas à le capturer. Alors en fait, l'amiral hollandais a mis la chaloupe à la mer. Il se rend à bord d'un navire hollandais. Vous voyez, on est en panne et compagnie, le drapeau est renversé. Et le bateau en question, en fait, sera brûlé sur place. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de cette bataille, les Anglais vont perdre 3 vaisseaux de premier rang. Donc, là, on se demande à quoi servaient les bateaux de premier rang. Donc là, la bataille des 4 jours, c'est véritablement la bataille des vaisseaux de premier rang. Donc nous sommes, vous voyez, en 1666. Et la question maintenant, c'est, depuis le temps que je vous parle des vaisseaux de premier rang et de Toulon, on en est où et pourquoi? Eh bien,
Donc, nous, en France, on a eu Richelieu. Mazarin a fait un petit peu quelque chose, etc. Mais comme vous le savez, c'est la Fronde. Donc, avec la Fronde, problème de financement, problème de soulèvement, etc. Et donc, la marine, en 1661, quand Louis XIV prend le pouvoir, eh bien, quand on prend les états de la marine, il nous dit qu'en 1661, il a à peine une dizaine de navires qu'on peut baptiser vaisseaux. Et le plus gros, ça serait vaguement un deuxième rang. Et en fait, donc, on n'a virtuellement pas de flotte. Et ce qui est très intéressant, c'est que Colbert prendra tout son pouvoir en 1669. Là, nous sommes en 1662. Colbert va donc arriver aux finances, mais il ne peut pas être en charge de la marine, parce qu'en charge de la marine, nous avons Vendôme. César de Vendôme, qui est un frondeur, qui a trahi les frondeurs pour passer du côté de Louis XIV. En contrepartie, il a demandé à avoir la charge de grand maître et surintendant des flottes, etc. Ça veut donc dire que c'est lui qui est le chef de la marine française. Et Louis XIV, qui va régler son compte à Fouquet, mais pas encore, ne veut pas affronter tout le monde la même année. Donc, on laisse Beaufort, Vendôme, on l'appelle aussi Beaufort, c'est la même chose, César de Vendôme, duc de Beaufort. Donc, Beaufort va prendre le commandement de la flotte de Méditerranée et il va commencer à la rendre opérationnelle. Mais vous savez que les 2 premières années, les années 1662-1663, sont pas terribles. C'est l'histoire de la Lune, c'est l'histoire des attaques en Méditerranée contre Cherchel, etc. Donc, l'année 1662-1663, elle montre qu'une flotte qui n'a pas eu d'investissement, qui n'a pas d'officiers payés, qui a des salaires de marins payés en retard, etc., le jour où on lui demande d'être opérationnel, ça coûte très cher et ça a coûté très cher. Donc, Louis XIV va faire agir Colbert indirectement. Colbert ne prendra le pouvoir véritablement et officiellement qu'en 1669. Mais ce qu'on voit très bien en étudiant 1669, c'est que Beaufort va garder le problème militaire, mais va laisser la charge administrative et la mise en place à Colbert. Donc c'est bien Louis XIV, Colbert, qui lance le plan de recréation d'une marine. Et quand je dis plan de création d'une marine, c'est très simple. 10 vaisseaux en 1661-1662, 1672, 10 ans, 120. Donc en 10 ans, on construit véritablement une flotte. Alors, il y a 2 choses dedans. On va importer des navires, et notamment de Hollande, donc ça sera pour ça une des questions justement, mais on va relancer les 2 grands ports français qui sont quand même en très mauvais état, Brest et Toulon. On va lancer, mais il faut que ça se mette en place, Rochefort, Dunkerque, Le Havre, mais tout ça, ça va se mettre en place lentement, mais fondamentalement, les 2 grandes bases, c'est Toulon et Brest. Et ce qui est très intéressant, c'est que, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, le premier vrai vaisseau construit par Louis XIV, c'est un navire de premier rang, c'est le Saint-Philippe, et c'est à Toulon. Alors, pourquoi Toulon? Parce que Toulon, hein, d'accord, bon, c'est l'allusion au RCT pour ceux qui ne sont pas dans le coup, hein, donc le club de rugby de Toulon, n'est-ce pas? Donc, parce que Toulon, alors, d'abord, Toulon, c'est la plus belle rade du monde, on est bien tous d'accord, c'est une rade naturelle extraordinaire, sauf qu'elle est très pauvre, parce que le commerce de Toulon n'est pas très développé, et comme on n'a pas beaucoup d'argent, en fait, on a bien des chantiers navals, mais les chantiers navals, ils ne sont pas à Toulon. C'est La Ciotat, c'est Marseille, etc. Et là, qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre le célèbre tableau de Rose, chantier naval de La Ciotat. Alors, c'est un tableau à moitié imaginaire, donc Christina pourrait vous le commenter 10 fois mieux que moi, mais ce qui est très intéressant, c'est que sur ce tableau, on voit à la fois des galères, parce qu'on sait les construire, mais on a déjà les vaisseaux d'une taille non négligeable en arrière-plan. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des charpentiers, on a tous les corps de métier sur la Méditerranée. Et donc, Toulon, si on prend Toulon au sens large du terme, c'est bien un port totalement opérationnel pour construire des vaisseaux. Et donc, il ne s'est pas trompé en mettant en route le Saint-Philippe. Et donc, le Saint-Philippe est construit à Toulon parce que c'est à Toulon dont on dispose le plus de corps de métier qui sont opérationnels. Et donc, fondamentalement, ça va d'abord être construire une coque en bois, bien évidemment. Alors, pour les connaisseurs,
là, attention, c'est un traité de construction hollandais, je ne me rappelle plus le nom, mais Patrice de Sancière pourrait nous le redonner. C'est peut-être d'acier ou je ne sais plus. Donc là, on nous montre une forme. Attention, hein, on a creusé le côté ou du fleuve ou de la plage, etc. On a mis ici des écluses. Et donc, on fait, si on veut, à marée haute, on ouvre les portes, on fait rentrer un bateau, et puis on ferme les portes de l'écluse, puis ensuite, quand la marée descend, on ouvre les portes progressivement, on assèche la forme, ensuite on referme les portes de l'écluse, et maintenant on va travailler à sec. Donc, on appelle ça une forme de radoub ou une cale sèche, et vous voyez bien qu'on ne dit pas une forme de construction, parce qu'en fait, ça, c'est fondamentalement pour réparer les bateaux. Bien sûr qu'on peut y construire un bateau, mais ce n'est pas une nécessité. Hein, ce n'est pas une nécessité, c'est d'autant moins une nécessité qu'à Toulon, il n'y en a pas. Donc, diapo d'après. Donc, Colbert ne connaissait rien à la marine et il s'est fait faire 2 documents extraordinaires qui sont au service historique de la défense à Vincennes, qui s'appellent l'album de Colbert et l'album des galères. Et donc, l'album de Colbert, qui a été réédité d'ailleurs par les éditions Ancre, c'est un ensemble de planches où on commence depuis le premier morceau de bois pour construire un bateau jusqu'à la fin. Et là, ce que les historiens ont démontré, et donc Patrice pourrait nous le redire, c'est Toulon. Voilà, ce que vous avez devant vous, c'est Toulon en 1661. Donc vous avez une planche, vous avez au fond un bâtiment qui viendra à Corderie, vous avez un certain nombre de bâtiments dont on sait qu'ils existent sur les plans de 1660. Voilà, ce truc-là, c'est un chantier naval. Et sur ce chantier naval, on va construire le Saint-Philippe, c'est-à-dire un vaisseau du même volume que le Seven Province dont on vient de parler, ou le Sovereign of Sea, etc. Et donc, vous voyez, on est sur la plage, on a un plan incliné et on le mettra à la mer par l'avant, sachant qu'au XVIIIe siècle, on changera de méthode, on le fera par l'arrière. Donc, diapo d'après. Et voilà ce que ça donnera quand ça sera fini. Hein, donc, c'est la dernière planche de l'album de Colbert. Voilà, donc... oui, on va faire s'arrêter pour les pauses. Voilà, on a construit notre navire amiral et vous avez eu plein de questions à Toulon. Ouais, à Toulon. Et justement, on va pouvoir poser les questions, puis après, on verra la vie opérationnelle de ce bateau. Alors, justement, si tout ce qu'a dit le professeur Villiers vous a inspiré et si vous voulez remettre ou poser quelques questions avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, désolé pour les... je vais rajouter, je vais me remettre un petit peu plus, voilà, un peu plus dans la lumière, mais bon, je ne sais pas si ça change grand-chose. Et voilà, si vous avez quelques questions, vous pouvez, parce qu'on est dans un format où on est beaucoup quand même, on est nombreux. Je suis ravie encore de vous accueillir tous. Mais si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, on vous laisse la parole. Non, ils sont trop timides. Non, je suis sûre que M. Creusat a une question. Non, tout ça me paraît très... Bonjour, cher Bock. Comment sont formés les commandants des navires hollandais? Ah, oui, c'est très bonne question. Donc, le système hollandais, c'est un système par amirauté. Alors, l'amirauté la plus puissante, vous la connaissez tous, c'est l'amirauté de Hollande. Mais on a les autres amirautés. Et alors, chaque amirauté va construire ses vaisseaux de guerre et elle va aussi choisir ses commandants. Alors, donc, il faut distinguer évidemment le XVIIe siècle du XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle, chez les Hollandais, tous les capitaines sont issus de la marine marchande. Et c'est les combats contre les Espagnols qui vont faire dégager une élite qui va devenir capitaine de vaisseau, puis finalement chef d'escadre. Donc, c'est de l'empirisme. N'oubliez pas qu'ils se battent depuis 1660 contre les Espagnols. Donc, quand on est en 1646 ou 48 contre les Anglais, on a 60 ans de combat à la mer des Hollandais, mais avec des navires qui, par exemple, à cette époque-là, on ne combat pas l'hiver. Donc, l'hiver, les baleiniers, les navires de pêche, les navires de commerce naviguent tous. Donc, il n'y a pas de marine permanente en Hollande.
On aura une marine permanente qu'à partir des années 1650. Donc, Et la formation à la tactique du combat, comment se fait-elle? Justement, c'est là la différence entre l'Angleterre et la Hollande, c'est que l'Angleterre n'a pas la Hollande n'a pas véritablement de tactique, alors que les Anglais vont en avoir une. Il faut se dire aussi que Cromwell a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Il a appelé les chefs de l'armée de terre, en qui il avait une confiance absolue, et il les a nommés commandants de la marine, de l'avant-garde, du milieu de l'arrière-garde, alors qu'ils n'avaient jamais mis les pieds sur un bateau. Hein. Et là, ça nous ramène aussi à une des formes de combat qu'on a aussi à bord des vaisseaux français sous Louis XIV, c'est-à-dire qu'on l'oublie trop souvent, mais on a un équipage marin, c'est-à-dire qu'on a le bosco, le maître d'équipage, entouré de maîtres d'équipage pour toutes les fonctions, par mât, voilà. Et en fait, le capitaine de vaisseau, c'est un noble qui va au combat. Hein. En fait, c'est dépatouillez-vous pour m'emmener. Et les Anglais, ça c'est un peu la même chose. Hein. C'est dépatouillez-vous pour m'emmener, et puis au combat, je donne les ordres, obéissez, etc. Alors que dans le cas hollandais, on n'a pas cette séparation. Donc, ils sont plus sortis du rang chez les Hollandais que chez les Anglais. La conséquence aussi, c'est que la notion de tactique, qui joue dans l'armée de terre, évidemment, les Anglais vont décider de la mettre sur mer, et notamment, donc Blake, mais les autres, vont inventer aussi les règles de la tactique. Et pour que la tactique fonctionne, on va inventer des signaux, c'est-à-dire qu'on va mettre en tête de main un certain nombre de codes, et ces codes devront être appliqués, c'est-à-dire qu'on va dire virer de bord, on va dire rapprochez-vous, on va dire engagez de combat. Donc ces codes au début ne sont pas très très compliqués, mais on va prévoir un peu en signaux un certain nombre de manœuvres que le général en chef va donner et qui devront être appliquées. Alors je dis général en chef, ce n'est pas une faute, c'est parce qu'en France, on est lieutenant général des armées navales. Le mot amiral n'apparaît que sous la Révolution française. Alors, par contre, en Angleterre, on dit amiral, et en Hollande, on dit amiral. Bien, merci. Une autre question? Vous voulez que… Oui, j'ai une question là. Deux questions. Quand est né le sabord et quelle est la différence entre un vaisseau de premier rang et un vaisseau de ligne? Alors, le sabord. Chacun prétend que c'est lui qui l'a inventé. Donc, les Français prétendent l'avoir inventé. On dit que c'est un marin de Brest qui a inventé le sabord. Les Anglais répondent évidemment que c'est eux qui l'ont inventé. Donc, on sait d'abord que ce sabord était rond avant d'être carré. Au début, il n'était pas fermé par un mantelet. Donc, le sabord, c'est fin 15e, début 16e siècle. Bon. Alors maintenant, vaisseau de ligne. Eh bien, vous avez commencé, enfin justement, vous ne l'avez pas vu sur les tableaux que je vous ai montrés, puisque les batailles navales que vous avez étaient des chocs, des mêlées. Eh bien, ce que l'on veut obtenir, c'est la ligne de fil. Alors, l'apogée de la ligne de fil, vous l'avez ici, avec la bataille de Gondelour. Où est-ce que la caméra? Ouais. Donc, voilà, vous avez la bataille de Gondelour en 1783 avec Suffren, et vous voyez les bateaux français et anglais qui sont dans une ligne absolument parfaite, hein, ce qui implique des marins ayant un entraînement extraordinaire. Parce que ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'un vaisseau comme le Saint-Philippe ou les autres, quand il est sous voile et sur l'eau, c'est le volume de la cathédrale de Paris. Donc vous imaginez qu'il faut mettre à la queue leu 10, 20, 30, 40 cathédrales de voile, et il faut que les vaisseaux soient suffisamment proches les uns des autres pour que la ligne de l'un, et ce n'est pas de couper la ligne de l'autre, parce que le but, c'est de couper la ligne pour prendre les vaisseaux ennemis entre deux feux. Et le navire de guerre, à cette époque-là, les flancs sont des murailles de bois qui font de 60 cm à 1 mètre de chaîne, mais l'arrière est transparent. Donc, chaque vaisseau navigue et son arrière est protégé par le matelot arrière. Évidemment, il y en a un qui a un gros problème, c'est le dernier. Hein? Mais ils sont donc en ligne de fil, et vaisseau de ligne, ça veut dire vaisseau qui se bat en ligne de fil. Grosso modo, alors ça va changer, mais au début du règne de Louis XIV, c'est des 30 canons, puis ensuite ça va être 40 canons, puis 50 canons. Sous Napoléon, en ligne de fil, on ne se bat qu'avec des bateaux de 74 canons. Et donc, ça sera 74, 80, 110 canons. Et donc, on a une puissance qui augmente tout au cours. Et une frégate ne se battra pas en ligne.
Parce que la puissance de feu d'un 74 canons face à une frégate, la pauvre Hermione, deux bordées, il n'y a plus de bateau, quoi. Donc, en ligne, c'est ceux qui sont aptes au vrai combat naval, avec toutes les souffrances que ça implique. Et normalement, il y a une sorte de zeste de chevalerie qui fait que, en théorie, on ne tire pas sur les frégates parce que ça serait quand même pas digne de tirer dessus. Enfin bon, au milieu du combat. Hein. Enfin, normalement, on ne tire pas trop sur les frégates. Bon. Mais par contre, quand deux frégates s'affrontent, elles ne se loupent pas. Hein. Donc là, c'est un autre sujet. Voilà, si j'ai répondu. Et donc, tout cet apprentissage du combat en ligne de fil, ben, c'est aux Français de l'apprendre. Et donc, c'est 163, ça sera l'apprentissage de ces règles pour tout le monde. Voilà. Est-ce que une autre question ou ou effectivement on continue et on garde les questions pour la fin? Bon, du coup, on vote pour continuer. L'unanimité. Je remets. Hop. Non, ça c'est. Les diapos d'après. Ouais, je remets. Les diapos. Alors, donc nous venons de construire notre Saint-Philippe. Oui. Et beaucoup de documents nous montrent, je vous le sais, c'est exprès que je ne vous montre pas tout de suite le Saint-Philippe, je vous montrerai tout à l'heure. Oui. Mais nous avons des textes, notamment des textes de Colbert, et notamment des textes de Colbert écrits à Infreville, qui est l'intendant du port de Toulon, qui lui dit que rien n'est trop beau pour les vaisseaux, et notamment les vaisseaux de premier rang. Donc, rien n'est trop beau, on va donc faire appel aux plus grands sculpteurs du temps pour décorer ces bateaux. Et là, eh bien, on a des documents qui sont au musée de Marseille, qui sont des extraits de Puget. Et là, nous avons, je vous en ai montré, il y en a une série, mais là, je vous montre la Madame. On peut montrer celle d'après aussi. Donc, c'est la Reine. Là, on va s'arrêter sur la Reine. Donc, vous voyez cette foison de décoration d'un poids extraordinaire, d'un coût extraordinaire, et qui a aussi ses inconvénients, c'est que ça pèse sur le poids du bateau, ça le ralentit. Et là, sur ce dessin, ce que je veux surtout vous souligner, c'est à quel point la troisième batterie, vous voyez, donc on a 3 batteries de pompe, vous voyez comme la batterie est basse sur l'eau. Et donc, vous n'êtes pas sans comprendre que de temps en temps, il y a des vagues. Si les sabords sont ouverts, l'eau risque de rentrer. Et donc, un des grands problèmes des vaisseaux de premier rang à 3 ponts, c'est que dès que la mer est un petit peu formée, on ne peut pas utiliser la batterie basse, qui est pourtant la plus puissante. Donc, notre bateau de 3 ponts, il se transforme en bateau à 2 ponts. Donc, c'est quand même un peu idiot. Et donc, ça va être le grand problème du XVIIe et du XVIIIe siècle, augmenter la hauteur de batterie de manière à pouvoir se battre, non plus comme là, au beau temps, mais au mauvais temps. Quand je suis allé voir mon directeur de thèse pour faire ma thèse, il m'a dit « Monsieur Villiers, on se battait par quel temps ?» J'ai dit « Je ne sais pas. » Vous allez commencer par prendre toutes les batailles navales, vous allez regarder la météo. La réponse, elle est simple. On a une seule bataille par gros temps, c'est la bataille des Cardinaux. Toutes les autres batailles se font par ce qu'on peut appeler les temps maniables. Pourquoi? Alors, j'étais un peu provocateur, mais en fait, la bataille navale normale, elle n'existe que si les deux camps sont d'accord. Et comme les bateaux ne sont pas si manœuvrants que ça, il faut qu'on s'approche. Et puis, chacun va essayer de se mettre dans la bonne ligne, etc. Donc, on peut avoir des jours de manœuvres préparatoires. C'est très compliqué, je ne peux pas en discuter ici, mais après, on se dispute pour savoir est-ce que je dois attaquer avec l'avantage du vent, est-ce que je dois être au vent ou sous le vent. Enfin, il y a toute une série. Enfin, une des grandes théories, c'est surtout que le bateau qui est au vent, il va être soulevé comme ça, et donc il utilise mieux son artillerie. Alors que celui qui est au vent, lui, est penché dans l'autre sens, donc il va moins utiliser son artillerie. Mais comme il a le vent pour lui, c'est lui qui choisit s'il attaque ou il attaque, etc. Donc finalement, le défenseur, je caricature, mais le défenseur est un peu plus bénéficie un peu plus de ses canons que l'attaquant, mais l'attaquant a le choix du vent. Donc, vous voyez, chacun discute en fonction. Mais on voit très bien, par exemple, le bateau La Reine, c'est un bateau qui a quand même des problèmes. Et les bateaux anglais en auront. Ça sera un des grands problèmes des navires de premier rang, c'est sont-ils bien construits? Ont-ils assez de batteries? Et là, eh bien, nous avons les listes de bateaux dans les archives. Et en face, il y a écrit
qu'il y a certains bateaux qui sont loupés, hein. C'est clair, que ce soit chez les Anglais, chez les Français, chez les Hollandais, on a des navires loupés et on en a quelquefois un petit peu trop. Mais justement, le Saint-Philippe ne sera pas loupé. Ben voilà, vous voyez, on parlait d'archives, et ben voilà un document extraordinaire qui se trouve aux Archives nationales dans l'armoire de fer. Hein. Eh bien, à partir de 1679, on remet au roi un petit opuscule qui, vous le voyez, sur un papier velin, écrit avec, c'est pas de l'or, enfin c'est un papier, c'est un truc doré, etc. Mais on a au début la liste de ces bateaux et de ces officiers, mais après on a tout. On finit par le nombre d'hommes inscrits maritimes province par province, la liste des galères, la liste des armements, etc. Et donc, c'est au 1er janvier l'état de la marine. Donc, les historiens, c'est leur document essentiel. Le grand problème, c'est qu'il en manque. Hein. Mais quand on en a, on a la liste et on a le tirant d'eau, le tonnage, le nombre de canons, la puissance des canons. Donc, pour nous, les historiens, c'est un document extraordinaire. Et donc, vous voyez, là, on est en 1670 et on nous montre les vaisseaux de premier rang et on a le Saint-Philippe qui est ici. Donc là, on en a 12, mais 5 ans plus tard, on en aura 23. Donc, vous voyez que 23 sur 120, donc choisir des vaisseaux de premier rang, ce n'est pas un choix négligeable et c'est essentiel. Et donc, la question, c'est, le Saint-Philippe étant le premier, a-t-il été utile? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel était son rôle, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, une des grandes questions qui était soulevée par un certain nombre d'historiens, et notamment par mon ami Daniel Dessert, c'était les vaisseaux de premier rang ne naviguent pas. Alors, justement, le Saint-Philippe dit le contraire. Donc, si on peut aller… Alors, le Saint-Philippe, c'est un bateau qui navigue, mais je ne vous en ai pas encore parlé, mais fondamentalement, un navire de guerre, c'est un porte-canon. Donc, il faut en parler quand même de ces canons. Alors, les canons, ils sont où? Ils sont dans les musées. Hein. Et comme ces canons, à l'époque, on va y arriver dans 30 secondes, étaient en bronze et étaient des pièces magnifiques, on en trouve beaucoup dans les musées parce que ce sont des pièces extraordinaires. Et là, en l'occurrence, attention, on a beaucoup de canons saisis. Et là, on va s'amuser à regarder. Hein, les 2 canons de gauche, par exemple, ce sont des canons portugais. Et donc, c'est tout à fait intéressant parce que vous voyez la taille de ces canons. Hein, ça veut dire que la marine portugaise avait aussi des vaisseaux capables de porter ces canons. Alors, la grande idée que je vais vous développer, puisqu'en fait, on va faire la carrière opérationnelle de la 2e guerre anglo-hollandaise à la 3e guerre anglo-hollandaise, en fait, je vous l'ai dit, on se bat avec des canons de petit calibre. C'est-à-dire que vous avez l'habitude du vaisseau 74 canons de Jean Boudriot, et pour vous, le canon normal, c'est le canon de 36, donc de 36 livres à la batterie basse. Eh bien, en 1661, il y en a 30 pour toute la marine française. Donc, en fait, personne ne se bat avec des canons de 36. On se bat au mieux avec des canons de 24, mais en fait, on se bat même avec des canons de 18. Vous vous rendez compte que pendant la guerre d'indépendance, apparaissent les frégates de 18, c'est-à-dire qu'ils portent… Vous voyez, en fait, on a un bond gigantesque qui fait qu'on passe, pour les bateaux de guerre, du canon de 18 à 24 au canon de 36. On a un choc. Deuxièmement, ce canon, vous le voyez, il est en bronze. Donc, le bronze, vous le savez, c'est de l'étain et du cuivre. Pas de bol pour la France. Elle n'a pas ni mine d'étain, elle n'a pas mine de… Donc, le bronze doit être importé. Alors, pour construire des canons pour la marine, eh bien, on va mettre des fonderies dans chacun des arsenaux. Donc, si vous prenez les plans de Toulon, on va retrouver la fonderie de Toulon. À Rochefort, on a la fonderie et le bâtiment est en cours de restauration. À Brest, on en a les traces aussi. Donc, canon de bronze. Sauf que le canon de bronze, il vaut 5 fois plus cher que le canon de fonte. Et vous vous rappelez ce qu'on vient de dire. On est passé de 10 canons à 120 canons, 120 vaisseaux, excusez-moi, qui portent de 40 à 120 canons. On passe maintenant à des milliers de canons à fabriquer. On est grosso modo, on est à 6000 canons à la fin du règne de Louis XIV. Vous imaginez l'effort industriel que vous faites? Eh bien, Colbert et Seignelay disent, ça ne sera pas le bronze, ça sera le fer. Donc, derrière la mise en place de la marine de guerre, on a une chose qu'on a totalement oubliée, c'est le passage
du bronze à la fonte, ça sera Saint-Gervais, ça sera le Nivernais et ça sera le Périgord. Hein. Mais ça mériterait une autre conférence là-dessus. Mais donc, l'idée, c'est celle-là. Hein. On continue. Voilà donc des représentations. Alors là, ces canons, puisqu'il faut aller dans les musées, cette fois-ci, c'est le musée Saint-Tropez. Et on a une date, 1670. Et là, ben, vous reconnaissez, tout le monde reconnaît, le portrait de Louis XIV de profil. Et puis, selon les cas, on va avoir différentes devises. Alors, par exemple, vous ne pouvez pas la lire, mais la devise de gauche, c'est « Comte de Vermandois, amiral de France ». Alors, Beaufort ayant eu la bonne idée de se faire tuer en luttant contre les Turcs, Louis XIV royalise la marine et fait disparaître la charge de grand maître, la remplace par le titre d'amiral de France. Amiral de France, amirauté, c'est d'abord une charge administrative. Mais l'amiral de France, en théorie, devra ou pourra commander, mais comme il le donne à un de ses fils bâtards, donc le comte de Vermandois, c'est un fils avec mademoiselle de la première maîtresse de Louis XIV. Comment ? La Vallière. Mademoiselle de la Vallière, voilà, la belle Mademoiselle de la Vallière. Donc, le comte de Vermandois est nommé amiral de France. Comme il a 2 ans, il n'est pas prêt de commander. En plus, le malheureux mourra, et donc ça sera cette fois-ci un fils bâtard de Louis XIV, mais cette fois-ci avec Madame de Montespan, le comte de Toulouse, donc qui lui-même ne commandera pas. Ça sera donc le comte de Toulouse qui commandera seulement en 1704 à Vélez-Malaga. Donc, vous voyez, on est en 1661, avant qu'il y ait un amiral qui commande, on sera pratiquement à la fin du règne de Louis XIV. Mais par contre, sur les canons de bronze, on a les armes des amiraux de l'amiral de France. Alors, je lance un cri. Où sont les canons de fer? Ben, comme ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas dans les musées. Donc, il faut aller les rechercher parce que les canons de fer, ils ne sont réellement pas beaux. Donc, et c'est très difficile de mettre des sculptures, de faire des trucs. Donc, en fait, c'est réellement une pièce opérationnelle. Hein. Et donc, ben, ils ne sont pas dans les musées, mais il faudrait quand même aller les chercher parce qu'il y aurait des recherches métallurgiques à faire. Bon, donc, c'est fin du message. Voilà. Sauvons les canons de fer. Donc, on continue. Voilà, donc notre navire prêt à appareiller. Juste un détail, la France n'a pas de mâture en pin. Les mâts sont en pin ou en sapin parce que le mât de pin ou de sapin conserve la sève et il a une certaine, entre guillemets, souplesse. Hein. Et il faut donc l'importer. Et là, en l'occurrence, on les importera d'Autriche ou d'Italie. Mais les meilleurs pins du monde sont ceux de Riga, donc sont ceux de Russie, et il faudra aller les chercher. Donc, ça sera une guerre avec la Hollande, l'Angleterre, etc., pour avoir les meilleurs mâts du monde. Voilà donc, puisqu'on est à Toulon, donc le Royal Louis, c'est le plus gros, avec le Soleil Royal, vaisseau amiral, 2000 tonneaux, et la splendeur des décorations, mais ce n'est pas très marin, mais c'est très beau. Alors, puisqu'on en est là, on va faire un petit peu de réflexion sur la couleur. Donc ça, c'est une page de l'état du roi de Louis XIV de 1691. Et donc, il nous montre un vaisseau de premier rang, mais vous voyez que le vaisseau de premier rang, il n'est pas en bleu, il est en rouge et or. Tout simplement, diapo d'après, s'il vous plaît, c'est que ça, c'est le Soleil Royal, mais pour faire du bleu comme ça, c'est du bleu de Prusse, et le bleu de Prusse, à l'époque, ça vaut le prix de l'or. Donc, en réalité, aucun navire du roi n'est en bleu, sauf la galère réale, sauf les machins. Autrement, on prenait tout simplement un rouge, comme on voit, etc. Donc, à part le navire amiral, les autres étaient rouges, et puis on avait une teinture jaune qui symbolisait l'or. Bon, alors, certaines étaient dorées à l'air fin, mais vous imaginez qu'on n'allait pas dorer à l'air fin sans un vaisseau. Donc, voilà. D'où ce tableau, le voilà le Saint-Philippe depuis le temps que j'allais vous le dire. Donc le voilà le Saint-Philippe. Et donc notre Saint-Philippe, il est en train de rejoindre la flotte anglaise. Et vous voyez que ces couleurs, alors le peintre, c'est un peintre de marine
très connu et un vrai peintre de marine, c'est un Hollandais, et donc il nous met les vraies couleurs. Vous voyez, il n'y a pas de bleu dedans, hein, on a du rouge et du or, hein, les autres bateaux sont de la même couleur, on n'a pratiquement pas de bleu. Hein. On a des couleurs opérationnelles, parce que la mer attaque les bateaux, et donc il faut les repeindre, et c'est le navire amiral. Hein. Donc, voilà son rival. Donc, les sabords ici sont fermés, mais c'est exactement la même chose que le Saint-Philippe, mais chez les Hollandais. Et donc, on a quand même de très belles décorations. Et au passage, vous voyez, on voit que les batteries sont un peu plus hautes sur l'eau. Donc, bon. C'est curieux, Oui, alors, oui, mais donc là, il faudrait que je donne la parole à Patrice, qui nous explique pourquoi, en fait, on a une ligne. C'est parce que il ne faut pas confondre la ligne de construction qui est ici avec la réalité du pont. Le pont, il est là, le pont de batterie. Oui. Le pont de batterie ne coïncide pas avec les lignes d'eau qui sont là. Et vous voyez, derrière la preuve, on a les deux, enfin, c'est où des sabords de charge où on tire ici, qui sont ici, vous voyez. Donc, on a une illusion d'optique. En plus, notre navire, il n'est pas encore chargé, donc il n'est pas encore dans ces lignes. Vous voyez, donc on a les différences qui nous frappent. Mais si vous venez dans les musées, vous aurez des vrais bateaux et vous verrez que les ponts, comment ils sont. Voilà. Donc, voilà le navire amiral Ruyter. Donc, lui aussi est capable d'avoir des décorations magnifiques. Alors, un navire amiral est toujours reconnaissable parce qu'il a les trois lanternes à l'arrière qui symbolisent la nuit, parce qu'on utilise des signaux de nuit, qu'il est le navire amiral. Alors, donc, on y arrive. Alors, quelles sont les premières missions de notre Saint-Philippe? Eh bien, au début du règne de Louis XIV, la mer où il y a le plus de commerce et qui est le plus cher, c'est la Méditerranée. Le grand changement sous le règne de Louis XIV, c'est la Méditerranée perd son influence au niveau de l'Atlantique. Au début du règne de Louis XIV, c'est la Méditerranée. Nous sommes avec Colbert. Colbert, vous le savez, le colbertisme, rééquilibrer les échanges, etc. Donc, il faut mettre tout le poids pour que Marseille et les ports autour reconquièrent le commerce extérieur. On est les alliés des Turcs, ne l'oublions pas. On va envoyer les convois vers le Levant. Donc, il faut reconquérir la Méditerranée. Reconquérir la Méditerranée, pour une fois, on est un petit peu en paix avec l'Espagne. Et les grands rivaux, c'est les barbaresques. Alors, je n'ai pas le temps de vous faire un cours sur le barbaresque, surtout que vous avez des spécialistes comme Gilbert Buty qui vous en parleront, etc. Mais les barbaresques, on signe des contrats avec eux, ils ne les respectent pas toujours, et donc il y a des moments où on dit, bon, on va montrer le pavillon, on va aller leur montrer qu'on a une marine, et donc c'est ce qu'on a fait en 1662-1663, mais ça ne s'est pas très, très bien passé. Alors en 1664, cette fois-ci, on met des navires neufs, on met le Saint-Philippe et là, on va véritablement commencer à bombarder et on a capturé des bateaux barbaresques. Donc, les premières missions de guerre réussies de la marine de Toulon sont avec le Saint-Philippe comme navire amiral. Et donc, nous arrivons à 1665-66, deuxième guerre anglo-hollandaise. Cette fois-ci, nous sommes alliés des Hollandais. Et donc, ils sont où les Français? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, on a 40 vaisseaux, on n'est pas encore à 920, hein, on a 40 vaisseaux. On parlait tout à l'heure des capitaines, ils n'étaient pas encore trop formés, les capitaines français, les équipages, pas trop. Alors, en fait, on ne le dit pas véritablement, mais on va un peu botter en touche. C'est-à-dire qu'on va, Beaufort prend la tête de l'escadre française de Toulon, il va en Atlantique où il rejoint l'escadre de Brest qui veut passer à Rochefort. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on envoie une princesse française épouser le roi du Portugal. Donc, c'est le même coup que la première image que je vous ai montrée. Vous savez, quand on envoie une flotte pour montrer une princesse. Alors, pourquoi on fait ça? Eh bien, vous vous rappelez qu'à la fin du règne d'Henri IV, eh bien, l'ambassadeur de France avait été humilié en pleine Manche par des bateaux anglais. Donc là, on envoie une représentante de la France pour le mariage et elle passe, ou elle doit passer à côté de la flotte anglaise, et donc, eh ben, on lui met 40 vaisseaux pour la protéger. Sachant que les Anglais en ont 120. Hein. Mais heureusement pour nous, les Hollandais sont en train de se battre en Manche et mer du Nord, et donc la flotte française va donc naviguer de Rochefort au Portugal, puis revenir à Rochefort, puis ensuite revenir à Toulon, sans rencontrer les Anglais. Mais cette flotte française, elle joue un rôle décisif dans
la bataille des 4 jours parce que les Anglais ont divisé leurs forces. Ils ont envoyé une flotte chercher la flotte française, mais ils ne la trouvent pas. Donc, les Anglais vont être inférieurs en nombre aux Hollandais, qui, eux, vont savoir s'en servir, et ça va être les défaites successives des Hollandais en 1666. Donc, le Saint-Philippe a navigué, mais heureusement pour lui, il n'a pas rencontré les vaisseaux anglais. Mais en fait, cette période 1665, 1669, eh bien, on fait sortir les bateaux de premier rang, de second rang, etc. Et finalement, on crée progressivement des équipages et des officiers. Bon. Tout se passe bien jusqu'en 1672. C'est la fin, on y arrive, parce que je vous dis qu'on finissait en 1672. Changement complet d'attitude. On finit définitivement notre alliance avec la Hollande, dont nous étions alliés depuis un siècle, hein, pour devenir alliés des Anglais. Et vous vous souvenez tous d'Henriette d'Angleterre. Donc Henriette d'Angleterre, c'est la sœur de Charles II. Elle épouse Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV, le Saint-Philippe. Sauf que Henriette d'Angleterre va mourir en 3 jours et Bossuet va prononcer sa célèbre homélie « Madame se meurt, Madame est morte ». Donc, on va l'autopsier pour voir de quoi elle est morte, enfin, etc., etc. Donc, Henriette d'Angleterre était un des symboles de l'alliance franco-anglaise et elle va mourir subitement, mais nous, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est alliés des Anglais. Et on partage leur même point de vue, c'est-à-dire les actes de navigation. Les bateaux devront être français pour les marchandises françaises, anglais pour les marchandises anglaises. Les Hollandais, voilà l'ennemi. C'est toujours vrai aujourd'hui. Hein. Sus à Unilever. Bon, donc, et nous voilà donc en 1672 où vous avez vu le tableau, c'est le comte d'Estrées, amiral en chef de la marine française, qui vient se mettre sous les ordres de la flotte anglaise pour attaquer Ruyter. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé d'attaquer sur terre, mais les Anglais vont envoyer un corps de débarquement pour attaquer les Hollandais à la fois sur terre et sur mer. Et donc, c'est une flotte franco-anglaise. Cette flotte franco-anglaise, elle est dirigée par les Anglais. Les Anglais ont 70 vaisseaux, nous, on en remet 40. Donc, on est numéro 2. Et là, ça nous amène justement à revenir sur le nom du Saint-Philippe. Imaginons qu'on ait mis le soleil royal. Le soleil royal symbolise Louis XIV. Donc, Louis XIV, se mettant sous les ordres du Sovereign of Seas, c'était donc Louis XIV reconnaissant que Charles II d'Angleterre lui est supérieur. Vous imaginez que c'était absolument inconcevable pour Louis XIV. En revanche, mettre le Saint-Philippe, c'était mettre un bateau Philippe qui porte le nom de sa belle-sœur, dont on a dit qu'il était amoureux, donc symbole d'Angleterre, et on met la flotte française sous les ordres de la flotte anglaise. Tout va bien, sauf qu'on a oublié qu'en face de nous, on a le plus grand amiral de tous les temps qui est Ruyter. Et Ruyter, il sait que l'attaque est la meilleure des défenses. Et donc, pendant que les Français, les Anglais sont tranquillement le long du rivage en train de prendre de l'eau, parce qu'on va avoir 3 mois de guerre, donc on charge de l'eau, etc., lui, il attaque et il coupe en deux la flotte anglaise et la flotte française. Et ça nous donne la bataille de Solbay, où les Français affrontent l'arrière-garde hollandaise, pendant que Ruyter et son corps de bataille attaquent les Anglais. Bon. Alors, évidemment, donc, Ruyter va gagner, et vous comprenez bien ce qui va se passer, c'est que chacun des alliés va accuser l'autre de ne pas s'être battu. Donc, les Anglais ont eu plus de pertes que les Français. C'est parce que les Français ne se sont pas battus. Les Français vont répondre, nous, on avait un amiral, il n'a pas donné les bons signaux. Bon, il fallait virer de bord, parce qu'en fait, comme c'est le duc d'York qui commande, le futur Jacques II, lui, il a d'abord donné l'ordre de faire appareiller ses bateaux pour gagner le large. Donc, il a d'abord commencé à donner les bateaux pour ces bateaux-là avant de donner l'ordre à toute la flotte. Donc, il est bien évident qu'il n'a pas donné les ordres à la flotte française, puisqu'il était déjà dans la panique pour mettre en ordre la sienne. Donc chacun donne son point de vue et se donne… Bon, et donc, finalement,
Louis XIV, après rapport, apprend que les Français se sont bien fait tuer, donc c'est bon. Donc le Saint-Philippe a été au cœur de la bataille, puisque c'était un premier rang. Il a épuisé toutes ses gargousses et il est rentré triomphalement. Donc la marine française, avec le Saint-Philippe, a subi sa première défaite, mais ce n'était absolument pas une défaite humiliante. Alors, s'arrête temporairement alors, par contre, ça se passe moins bien pour les Anglais, puisque de nouveau, ils se font prendre un vaisseau de premier rang. Donc, vous voyez, là, cette fois-ci, c'est le bateau Le Prince, et le duc d'York, donc l'amiral, est obligé, c'est ce qu'on nous montre sur le tableau, il est obligé de passer sur une chaloupe pour mettre son pavillon sur un autre navire amiral, le Saint-Michel, encore plus grand, de 96 canons. Et là, le tableau est intéressant, parce qu'en fait, le vainqueur hollandais qui est derrière, délibérément, n'est pas montré. Hein. Le peintre n'a montré que le bateau anglais en train de perdre. Quoi. Et comme si, par la grâce du Saint-Esprit, mais le bateau hollandais il est dans la fumée, on ne le voit pas. Hein. Mais le bateau, on voit bien le bateau anglais qui est complètement dégréé. Et puis, vous voyez, le symbole de la victoire, c'est qu'on a dessiné le pavillon hollandais à l'avant. En haut, on a le drapeau anglais et puis on a les couleurs hollandaises qui arrivent, vous voyez, pour symboliser que le navire est en cours d'être capturé. Donc voilà. Donc et ma conclusion, ça sera aussi que vous avez vu, par allusion, je vous ai parlé de la construction des autres navires de premier rang. Eh bien, entre-temps, Toulon est en train d'avoir ces travaux gigantesques. Donc, on va avoir la construction de la Darse-Neuve. On démolit toutes les anciennes fortifications, on construit les nouvelles fortifications. Et donc, on va avoir un deuxième Toulon. Et cette fois-ci, ce sera le Toulon de la guerre de la Ligue d'Augsbourg et le guerre de Toulon de la guerre de la Succession d'Espagne. Mais ceci est un autre sujet. Voilà. Oui, c'est bon. Oui. Alors, maintenant, on va poser des questions. Oui, on va poser des questions, mais juste avant de poser des questions, je voudrais en profiter pour, puisqu'on termine sur cette diapositive-là, de vous dire que toutes les recherches du professeur Villiers font l'objet de livres absolument magnifiques. Pardon. Magnifiques qui sont édités par l'éditeur bien connu et célèbre Didier Berthy. Ici présent, viens. Voilà, qui en plus est venu écouter spécialement de Nice pour nous voir de toute façon et nous apporter ses ouvrages. Voilà. Et je veux bien que vous parliez de vos nouveautés du coup et puis on passera aux questions. Si vous voulez. Oui. Donc déjà en nouveauté, il y a, en nouveauté de début de l'année, il y a la marine de Louis XVI avec un coffret de plan aussi qui a été réédité et amélioré. Voilà, la marine de Louis XVI. Voilà. Non, mais parce que ce sont des ouvrages quand même, je dirais, extrêmement pointus et voilà, je dirais qu'ils font, qui font l'objet de recherches quand même extrêmement poussées dans les archives. Donc, voilà, c'est le résultat quand même extraordinaire. Et puis, bien sûr, le livre « Les Saint-Philippe et les vaisseaux de premier rang de Louis XIII à Louis XIV » de Patrick Villiers, voilà, voilà, que vous pourrez en tout cas vous… Dans toutes les librairies des musées de la Marine. Dans toutes les librairies du musée de la Marine qui ouvrent demain à Brest, Port-Louis, Rochefort et Toulon. Sur les Saint-Philippe, ce qu'il faut savoir, il y a aussi une monographie, c'est-à-dire c'est tous les plans pour le construire, sachant qu'il y a 45 plans. À la manière de Bédrio. Exactement, avec un gros ouvrage qui doit faire 4 kilos, donc qui a son poids aussi. Et en nouveauté, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons aussi un nouveau livre de Patrick qui va paraître d'ici un mois. Oui, parce que Didier est un esclavagiste, il me fait travailler. Voilà. Et donc le titre… Ça sera, alors c'est un sujet qui s'impose par les temps qui courent. Navire négrier au XVIIIe siècle, le journal de bord du négrier, la licorne de Bordeaux. Donc c'est les négriers de Bordeaux face aux négriers de Nantes. Voilà. Et est-ce qu'il y a une référence à Tintin ? Alors, coq en stock, oui, évidemment. Ok, ça va, ça me va alors, j'achète. Voilà, donc nous avons ça, nous avons aussi un ouvrage sur une frégate espagnole. Donc on élargit un petit peu les ouvrages. Le territoire. Et voilà. Sur la Mahonesa qui sortira en fin d'année. D'accord. Et les ouvrages méditerranéens aussi que nous avons, la Lèche d'Arles et pas mal de choses comme ça
pouvez consulter le site. Très bien. Bon, encre.fr, vous pourrez consulter le site pour pouvoir effectivement vous procurer ces ouvrages que vous avez maintenant à l'écran. Donc, je vais vous donner tous la parole. Voilà, vous pouvez remettre vos caméras et vos micros si vous le souhaitez. Et le professeur, Non, mais je vous écoute, je vous entends. voilà, le professeur Villiers est à votre disposition. Des questions? Apparemment, il faut peut-être Oui, mettre vous un voulez. tout petit peu incliné. Allez-y. Autrement, on me coupe la tête. Voilà. Donc, Marie-Antoinette, nous voici. Oui. Comment? C'est Cédric qui va la chercher. Ah bon? Ah oui. Quelqu'un qui a mal coupé son micro. Oui, il y en a. Voilà. Si vous parlez, voilà. Est-ce que, voilà, par rapport à la construction navale à Toulon ou voilà, est-ce que le Saint-Philippe, alors si je comprends bien, le premier Saint-Philippe a été construit avant l'arsenal de Vauban, c'est-à-dire avant. Oui, voilà. tout à fait. Donc Oui, oui. sur la partie chantier de construction qui est donc juste à l'ouest du port d'Henri IV. Oui, et comme je vois parmi les auditeurs Michel Desflers, alors tout à l'heure, on a montré l'album de Colbert. Donc, Michel Desflers participe au projet du navire Le Jean Bart, qui est construit à côté de Dunkerque. Et Michel Desflers a transformé les plans de l'album de Colbert en plans utilisables pour qu'on puisse construire ce Jean Bart, donc vaisseau de premier rang de la première marine de Colbert. Je dois dire également, je ne sais pas si on m'entend. Oui, si, tout à très fait. bien. Je veux dire également, c'est qu'en fait, on s'est quand même beaucoup basé sur les relevés donc, des épaves de la bataille de la Hougue, hein, parce que, bon, comme dirait à tout malheur, il y a toujours une bonne chose qu'on peut retirer. Hein. On a eu une belle défaite, mais aussi les Anglais, donc, en coulant nos navires, nous ont fourni un super site archéologique. Hein. Et donc, on a notamment l'épave du Saint-Philippe qui est là-bas. Hein. Et d'autres navires, notre navire de premier rang, parce qu'en fait, là, on a utilisé que les relevés des vaisseaux de premier rang, justement, de cette marine de Louis XIV. Et donc, on a trouvé pas mal d'informations sur la charpente, sur les assemblages, qui nous ont beaucoup aidés pour reconstruire ce vaisseau et pour refaire des plans, parce qu'à l'époque où en fait, on n'avait vraiment de plans de vaisseau. Il a fallu tout reconstruire à partir des relevés et à partir des traités de construction, notamment de François Coulon, des livres de construction de François Coulon, d'après les premiers relevés, des tracés, de tout reconstruire. Par contre, ce que je pouvais dire, c'est que l'étude qu'on a pu faire sur les relevés qu'on a pu faire sur le Saint-Philippe, on s'est quand même aperçu, c'est que Gédéon Rodolphe, qui l'a construit, avait gardé quelques habitudes hollandaises. Hollandaise, oui. Il construit à Toulon, donc logiquement, la construction méditerranéenne, c'est une construction avec donc beaucoup de chevilles de fer. On n'utilise quasiment pas de gournable. Hein. C'est le cas du Magnifique. Construit à Toulon, on n'a aucune gournable, on n'a que des chevilles de fer et des clous. Tandis que le Saint-Philippe, eh ben, on utilise beaucoup de gournables, au contraire. Et on a en plus un échantillonnage qui est un peu plus léger que les autres navires, avec des fonds plus larges également. Et donc, donc, on le voit bien, le Saint-Philippe a une certaine inspiration hollandaise et lui ne s'est pas échoué à Solvay, où il ne s'échouera pas en 1672. Par contre, effectivement, il fera partie des bateaux qui, après la bataille de Barfleur, iront s'échouer pour ne pas être pris par les Anglais. Comme ils se sont échoués et qu'ils ont été en partie brûlés, tous les fonds de chêne ont pu être conservés, d'où les relevés dont parle Michel Desflers. D'accord. Et alors, à la suite de ça, en 1692, Louis XIV lance un plan de reconstruction de vaisseaux de premier rang, et ça sera les Saint-Philippe numéro 2. Et là, ils sont tous équipés de canons de 36, ce qui fait qu'en 1693, jamais la marine de Louis XIV ne sera aussi forte, parce qu'on a remplacé les canons de 1672, qui étaient des canons de 18 ou de 24, par les canons de 24 ou de 36. Donc, on est en termes de puissance de feu, en termes de bordée, un nombre de canons égal,
la marine de Louis XIV, dite de Seignelay ou de Pontchartrain, est 35% plus puissante que la marine de Colbert. Donc, on a et là, on est à plan, avec les plans, cette fois-ci, a priori. D'autres questions? Moi, j'ai une question géographique. Quand on se bat comme ça en ligne, on se bat près des côtes. Enfin, les batailles navales, elles se font par beau temps, on l'a compris, mais est-ce qu'elles se font aussi éloignées des côtes ou pas, ou proches des côtes, justement? Parce que quand vous montriez les Français en train de se préparer tranquillement pendant que les Hollandais arrivent rapidement et les prend au dépourvu. Alors, ben, c'est tout le problème cette fois-ci de la tactique. Les Français, là c'est un problème de rapport d'espionnage. Il est clair que les Français et les Anglais se sont fait surprendre. Alors, n'oublions pas non plus que la mer du Nord, on lui donne un autre nom, on appelle ça les mers étroites. Donc, on peut très rapidement aller de la côte hollandaise à la côte anglaise, alors que quand on est les Français au XVIIIe siècle se battront traditionnellement en Atlantique. Donc là, en Atlantique, justement, on n'a aucun problème de tirant d'eau. Tandis qu'en Manche et en mer du Nord, le problème de tirant d'eau se pose, et Ruyter va magnifiquement jouer sur le fait que ces navires sont, comme on dit, à varangue plate et avec un tirant d'eau plus plat, alors que les Français et les Anglais ont des tirants d'eau plus élevés. Donc, il faut qu'ils se méfient des bancs de sable. Et Ruyter va utiliser sa connaissance des bancs de sable et de l'architecture navale pour se battre et pour gagner contre les Anglais. Mais attention, la différence entre la France et l'Angleterre, c'est que le duc d'York, qui sera Jacques II et qui sera ensuite chassé d'Angleterre, est un excellent marin, alors qu'à la cour de France, on n'a pas un marin à un niveau aussi élevé. Donc, les Hollandais et les Anglais ont des marins à la cour ou auprès de l'État, alors qu'en France, on n'a pas de marins avec les conséquences qu'on connaît. La plupart des batailles, à proximité des ports, soit à la sortie, ou des passages comme et la première bataille vraiment en pleine mer qui a eu lieu, c'est la bataille de Plongeur en 1913. Et sur ça, toutes les batailles qui ont lieu dans le pays européen se passaient à très grande proximité des ports, voire à la sortie des ports. Ce qui facilite le travail des archéologues, n'est-ce pas, Michel? J'ai pas bien entendu la question. Non, je disais les batailles qui se passent à proximité des côtes ou à la sortie des ports, comme le faisait remarquer Patrice de Sancière, fait que finalement, pour les archéologues, c'est quand même une mine d'or, puisqu'on peut, si c'est pas trop profond, on peut peut-être, voilà. Est-ce que du coup, ça permettait aussi, quand un bateau coulait lors d'une bataille, de pouvoir ensuite aller relever ses canons? Parce qu'on sait très bien que quand on peut quand un bateau coule, si on peut récupérer ses canons pour les réutiliser, c'est quand même une denrée qui est chère à construire. Donc, ça permet ça aussi, non? Tout à fait. On a remarqué d'ailleurs sur le site de la Hougue, c'est que donc, non seulement ils ont récupéré le plus possible de canons, il n'y a quasiment pas de canons sur le site, mais en plus, ils ont cherché à dépecer les épaves, notamment par grande marée et marée basse, pour récupérer le plus possible des pièces de charpente, parce que les pièces de charpente, à force de construire des vaisseaux, le bois devient rare. Donc, trouver des pièces de charpente d'aussi belle qualité, c'était extrêmement difficile à trouver. Donc, autant les récupérer au maximum sur les épaves. Très bien. Merci. D'autres questions? Bon. On va remercier. Oui, je pense que voilà. Alors, on va vous remercier. On va remercier l'auditoire. Il faut que je reste debout parce que on va tous vous remercier d'avoir été présents jusqu'au bout et d'avoir écouté effectivement le discours du professeur Villiers. Mais voilà, il s'écoute religieusement, donc on a tous fait ça. Et puis, il y aura une suite au Saint-Philippe, hein, on l'espère, voilà, oui, de toute façon, vous allez avoir un lien pour pouvoir réécouter, enfin, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas là, pour pouvoir écouter la conférence qui sera accessible à partir du site du Musée de la Marine. Et puis on va poursuivre encore une fois cette dynamique, en tout cas, qu'on a trouvée pour que vous puissiez, même si vous ne pouvez pas vous rendre au musée de Toulon, mais on espère vous voir la prochaine fois en présentiel pour pouvoir poursuivre en tout cas et continuer à écouter les conférenciers que nous invitons.
voilà, qui sont passionnants comme d'habitude. Merci à l'association en tout cas, merci à Jean-Marie voilà, pour nous épauler et nous aider à organiser ce cycle de conférences. Écoutez, bonne fin d'après-midi. Merci encore pour votre présence et votre soutien. Et puis, à très bientôt dans nos musées. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il nous disait? Bonsoir et merci à tous. Merci, au revoir. Et au revoir. Oui,